Tiens, tiens, regardez ce qu'on a là. Une petite vagabonde qui croit pouvoir se promener où bon lui semble. Le sourire narquois de l'agent Luc Deschamps s'élargit alors qu'il sortait de sa voiture de patrouille. Son chien grognant à ses côtés. La tranquille rue de la Paix à Villeneuve-Saint-Clair scintillait sous le soleil de fin d'après-midi. Chloé Mathieu, 7 ans, se figea, la confusion la clouant sur place. Pour Deschamps, elle n'était pas une enfant. Juste un autre corps à remettre à sa place. Mais alors que le chien s'élançait et que ses cris déchiraient le calme, le destin se retourna contre lui. À 2 kilomètres de là, Élodie Mathieu, ancienne du commandement des opérations spéciales, courait déjà vers la maison. Chaque foulée, la promesse d'un soldat qui vient réclamer des comptes. Le soleil de fin d'après-midi jetait de longues ombres sur la bande herbeuse derrière l'ancien entrepôt. Le sac à dos rose de Chloé captait la lumière dorée alors qu'elle suivait son chemin habituel pour rentrer chez elle. Le ruisseau de drainage gargouillait doucement à côté d'elle. Ses petits doigts jouaient avec le porte-clés en forme de jouet qui pendait à la fermeture éclair de son sac. Un petit oiseau en plastique qui lui rappelait les rouges-gorges qu'elle apercevait souvent sur ce trajet. « Bonjour, monsieur le rouge-gorge », murmura-t-elle à son porte-clés en le balançant doucement. « Tu as vu de vrais oiseaux aujourd'hui ?» Le simple plaisir de son rituel d'après l'école la faisait sourire. Ses baskets crissant doucement sur le sentier bien usé. Plus loin, sur son perron, Madame Ben Ali se tenait en équilibre sur un escabeau, tendant le bras pour ajuster un petit boîtier noir au-dessus de sa porte. Ses cheveux gris étaient soigneusement attachés en arrière et ses lunettes de lecture pendaient à une chaîne autour de son cou. Elle se retourna et aperçut Chloé, son visage aimable s'illuminant d'un sourire chaleureux. « Attention là-haut, Madame Ben Ali !» cria Chloé en agitant la main avec enthousiasme. « J'installe juste ma nouvelle sonnette avec caméra. »« Ma chérie », répondit Madame Ben Ali en descendant prudemment. « Maintenant, je peux voir qui est à ma porte avant d'ouvrir. La technologie est merveilleuse, n'est-ce pas ?» L'après-midi tranquille changea lorsque le grondement sourd d'un moteur approcha. Une voiture de la police nationale blanche avançait lentement dans la rue. Se déplaçant au pas, à travers le pare-brise, le visage sévère de l'agent Luc Deschamps scrutait la zone. La mâchoire serrée, au volant, les épaules de l'agent Julien Lefebvre étaient tendues. Ses yeux passant de son partenaire à la route. Deschamps saisit le micro de la radio. « Centrale, ici unité 47. On a une mineure qui traîne sur un terrain sensible près de la cité. On intervient. » Sa voix avait une dureté qui fit s'arrêter Chloé net. « Mais je passe par ici tous les jours, » dit Chloé. Sa voix petite mais claire. Elle serra plus fort les bretelles de son sac à dos. « C'est un passage public. Ma maman m'a montré sur le plan du cadastre. » La portière de Deschamps s'ouvrit avec un grincement lourd. Ses bottes heurtèrent le sol avec une force délibérée alors qu'il sortait. Une main posée sur son ceinturon. À l'arrière de la voiture. Thor, son partenaire canin, se tenait prêt, musclé et alerte. « C'est une zone à problème. » « Jeune fille, » déclara Deschamps. Son ton sec. « Les gens comme vous ne devraient pas être ici. » Lefebvre sortit plus lentement, son visage plus jeune montrant de l'incertitude. « Hé, Luc, peut-être qu'on devrait juste. » Il jeta un coup d'œil à la petite silhouette de Chloé et à son sac à dos rose. « C'est juste une gamine qui rentre chez elle. »« Tu remets en question mon jugement. » Lefebvre lança Deschamps, se dirigeant déjà vers la portière arrière. Le halètement impatient de Thor était audible alors que Deschamps l'ouvrait, gardant une prise ferme sur la laisse. La présence puissante du berger allemand fit reculer Chloé d'un pas. Son cœur commença à s'emballer alors que le regard concentré de Thor se fixait sur elle. Le porte-clés oiseau en plastique glissa de ses doigts tremblants et atterrit dans l'herbe. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle, les larmes montant à ses yeux. « Je veux juste rentrer à la maison. » Contrôle de la situation, marmonna Deschamps, laissant Thor avancer, la laisse se tendant. L'entraînement du chien prit le dessus, répondant à l'attention de son maître. « Luc, vas-y doucement, » plaida Lefebvre. La voix tremblante. « Ce n'est pas nécessaire, c'est juste une enfant. » Madame Ben Ali s'agrippa à la rampe de son Porsche, la petite lumière de sa nouvelle sonnette caméra clignotant régulièrement. « Messieurs les agents, que faites-vous ? Elle passe par là tous les jours. » Chloé recula devant la forme avançante de Thor. Son pied buta sur une pierre et elle tomba en arrière. Lourdement, son cri perça l'air, aigu et terrifié. « Thor, en avant !» L'ordre de Deschamps trancha le chaos. Le berger allemand bondit, ses muscles puissants le propulsant vers l'enfant tombé. En quelques secondes, Thor était sur elle. Les cris de Chloé s'intensifièrent alors que les dents du chien attrapaient la manche de son pull. Déchirant le tissu, son petit corps se recroquevilla en boule, protégeant son visage alors que les larmes coulaient sur ses joues. « Cesse de résister !» cria Deschamps, le visage rouge de colère. « Arrête de bouger !» Lefebvre se précipita en avant, essayant d'attraper la laisse de Thor. « Bordel, Luc, arrête ça, enlève ce chien d'elle. » La voix de Madame Ben Ali s'éleva de son Porsche.
Tremblant de fureur et de peur. Ses doigts tremblants avaient déjà sorti son téléphone. Composant frénétiquement. Le bruit du tissu qui se déchire se mêlait aux sanglots de Chloé. Son sac à dos rose gisait dans la poussière. La sangle arrachée. Son contenu éparpillé sur le chemin qu'elle avait emprunté tant de fois auparavant. L'appel de Madame Ben Ali aboutit. À l'autre bout, l'écran d'Élodie Mathieu s'illumina avec un appel vidéo entrant. La voix de Madame Ben Ali arriva. Urgente et brisée. Votre fille. La police. Un chien. Venez vite. La lumière dorée de l'après-midi qui avait rendu tout si paisible quelques instants auparavant jetait maintenant des ombres dures sur la scène. Une enfant terrifiée au sol. Les dents d'un chien dans sa manche. Deux policiers en contraste frappant. L'un agressif, l'autre hésitant, et la main ferme d'une femme âgée tenant un téléphone. Sa nouvelle sonnette caméra enregistrant chaque seconde du cauchemar qui se déroulait. Élodie jaillit de sa porte d'entrée. Sa blouse d'infirmière encore sur elle et ses baskets déjà lacées. Le poids familier de son badge de l'hôpital rebondissait contre sa poitrine alors qu'elle sprintait dans la rue. Sa respiration restait contrôlée, mesurée, le même rythme qu'elle avait maintenu lors d'innombrables exercices militaires. Chaque expiration la propulsait en avant alors que le son des aboiements agressifs se faisait plus fort. La lumière dorée de l'après-midi qui avait semblé si paisible quelques minutes auparavant jetait maintenant une lueur étrange sur le quartier. Les pieds d'Élodie martelaient le trottoir. La mémoire musculaire de ses années d'entraînement prenant le dessus. Elle pouvait entendre les cris de Chloé se rapprocher, se mêlant aux aboiements secs du chien policier. En tournant au coin du sentier communal, Élodie absorba la scène par fragments. Exactement comme on le lui avait appris. Sa fille au sol, sac à dos rose déchiré. Berger allemand planant au-dessus. Deux agents, un agressif, un hésitant. Madame Ben Ali sur son porche. Téléphone toujours en train d'enregistrer. Plusieurs voisins sortant de chez eux. Téléphone portable levé. Les dents de Thor étaient à quelques centimètres du visage de Chloé. La salive coulant de ses mâchoires alors qu'il grognait. L'enfant gisait figé, les larmes coulant sur ses joues. Ses petites mains couvrant sa tête. L'agent Deschamps fit un pas en avant. Le visage tordu d'autorité. Je termine la procédure de contrôle, annonça-t-il en tendant la laisse. Le sujet doit obtempérer. L'entraînement d'Élodie se mit en place comme une clé tournant dans une serrure. Sa voix trancha le chaos. Précise et autoritaire. 3 ordres secs en allemand. Des mots qu'elle avait appris lors d'opérations conjointes avec des unités canines militaires. Halt, Platz, bleib. La réaction de Thor fut immédiate. Ses oreilles s'aplatirent contre son crâne alors qu'il se couchait sur le ventre. Relâchant la manche de Chloé. Un gémissement confus s'échappa de sa gorge alors que son entraînement surpassait l'autorité de Deschamps. Le visage de Deschamps perdit toute couleur. Sa prise sur la laisse se relâcha alors qu'il fixait Élodie. Puis son chien maintenant soumis. Qu'est-ce que vous venez de... Si vous touchez encore à cette laisse. Agent, dit Élodie, sa voix portant la menace tranquille de quelqu'un qui sait exactement quel dégât il peut causer. Vous le regretterez. Elle se plaça entre Thor et Chloé. Ses mouvements fluides et contrôlés. Derrière elle, l'agent Lefebvre chercha sa radio. Les doigts tremblants alors qu'il activait le micro. Centrale, on a besoin de renfort au. Appelez qui vous voulez, le coupa Élodie, désignant le Porsche de Madame Ben Ali. Tout est filmé maintenant. Ses yeux balayèrent la foule grandissante de voisins. Leur téléphone enregistrant fermement chaque instant. L'encrissement des pneus sur l'asphalte annonça une autre arrivée. La voiture de patrouille de la capitaine Isabelle Dubois s'arrêta. Gyrophares éteints, mais avec détermination. Elle sortit, évaluant la scène d'un regard perçant. La reconnaissance traversa son visage lorsqu'elle aperçut Élodie. Des souvenirs d'un stage tactique commun des années auparavant refaisant surface. Caméra piéton allumée. Maintenant, ordonna Dubois, sa voix portant tout le poids de son grade. La main de Deschamps se dirigea vers sa poitrine. Hésitante, son visage était passé du choc à quelque chose de plus sombre. De plus défensif. J'ai dit, caméra piéton allumée. Agent Deschamps, répéta Dubois, plus fort cette fois. Le ton de sa voix ne laissait aucune place au débat. Élodie s'agenouilla près de Chloé, gardant ses mouvements lents et réguliers. Ma puce, je suis là, murmura-t-elle. Ses doigts doux vérifiant les blessures. La manche du pull de Chloé était déchirée, révélant des marques rouges et irritées là où les dents de Thor avaient attrapé le tissu au lieu de la chair. Est-ce que tu as mal quelque part? Dis-moi où. Chloé se jeta dans les bras de sa mère en sanglotant. Je voulais juste rentrer à la maison, suffoqua-t-elle. Je passe toujours par là. Je sais, ma puce, je sais. Élodie serra sa fille contre elle d'un bras tout en élevant la voix pour s'adresser à Lefebvre. Appelez le SAMU, maintenant, ma fille a besoin de soins médicaux. Son ton indiquait clairement que ce n'était pas une demande. Thor s'était rapproché en rampant. Toujours couché bas, ses yeux passant d'Élodie à Deschamps comme s'il essayait de comprendre la chaîne de commandement. Il s'installa près de la jambe d'Élodie. La queue basse,
répondant clairement à sa présence dominante. Deschamps se tenait raide, le visage pâle de colère et d'embarras. Sa main ne cessait de tressaillir vers la laisse. Mais l'avertissement d'Élodie flottait dans l'air entre eux. La foule de voisins avait grandi. Leur téléphone toujours en train d'enregistrer. Leur murmure devenant plus fort à chaque instant qui passait. La capitaine Dubois se rapprocha, se positionnant stratégiquement entre Deschamps et les Mathieu. Elle regarda Élodie, sa voix baissant pour qu'elle seule puisse entendre. « Je me souviens de vous. » Élodie soutint son regard, une main caressant toujours les cheveux de Chloé. « Alors vous savez que je ne bluffe pas. » La sirène des véhicules de secours approchant remplit l'air alors que les voisins continuaient de se rassembler. Le soleil de fin d'après-midi attrapait les larmes sur les joues de Chloé. Le tissu déchiré de sa manche. Les lumières rouges fixes d'enregistrement de dizaines de téléphones. Et le déplacement incertain d'un chien policier pris entre deux autorités. Les gyrophares rouges et blancs de l'ambulance peignaient des traînées sur le visage d'Élodie alors qu'elle était assise à côté du brancard. Tenant la petite main de Chloé. Les doigts de sa fille tremblaient dans les siens. Encore secoués par la rencontre. À travers les fenêtres de l'ambulance. Les rues familières de Villeneuve-Saint-Clair défilaient. Transformées par les lumières d'urgence en quelque chose d'étranger et de menaçant. « Maman !» La voix de Chloé était à peine un murmure. « Pourquoi ont-ils laissé le chien me faire du mal ?» La gorge d'Élodie se serra. Elle pressa doucement la main de Chloé, choisissant ses mots avec soin. « Certaines personnes font de mauvais choix. Ma puce. Mais nous allons nous assurer qu'ils ne puissent plus faire ça à personne d'autre. » L'ambulancière vérifia à nouveau les signes vitaux de Chloé. Ses mouvements étaient efficaces mais doux. « La tension est bonne, » nota-t-elle, offrant un sourire rassurant. « On y est presque. » Aux urgences, les collègues d'Élodie passèrent à l'action. Le docteur Martin, qui partageait habituellement le café avec Élodie pendant les pauses, examinait maintenant Chloé avec un détachement professionnel. L'infirmière Rodriguez, la partenaire de service habituelle d'Élodie, photographia soigneusement chaque marque sur les bras et les jambes de Chloé. « Ne bouge pas, ma chérie, » murmura Rodriguez, documentant une ecchymose particulièrement rouge là où les dents de Thor avaient attrapé la manche de Chloé. « Tu es si courageuse. » Élodie observait le processus avec à la fois l'œil clinique d'une infirmière et le cœur endolori d'une mère. Elle connaissait l'importance d'une documentation appropriée. Des preuves qui ne pourraient être ni contestées ni expliquées. Le sac à dos rose déchiré reposait dans un sac de preuves transparent. Son tissu arraché, un témoignage silencieux des événements de la journée. La capitaine Dubois apparut à l'embrasure de la porte. Sa présence à la fois professionnelle et désolée. Elle fit signe à Élodie de sortir pendant que Rodriguez continuait l'examen. « Je reviens tout de suite. Ma puce, » promit Élodie, embrassant le front de Chloé. « Madame Rodriguez va bien s'occuper de toi. » Dans le couloir, l'expression habituellement sévère de Dubois s'était légèrement adoucie. Elle sortit une carte de visite et écrivit un numéro au dos. « Mon portable personnel, » expliqua-t-elle en l'attendant à Élodie. « Je dépose le rapport d'incident exactement comme ça s'est passé. Sans rien enjoliver. »« Merci, » dit Élodie en empochant la carte. « Mais nous savons toutes les deux comment ces rapports peuvent disparaître. » « Pas cette fois, » l'assura Dubois. « Trop de témoins, trop de caméras. » Leur conversation fut interrompue par des pas lourds. L'agent Lefebvre s'approcha, tenant un formulaire de déclaration officielle. Son visage était rouge, son attitude incertaine. « Le rapport préliminaire de l'agent Deschamps », annonça-t-il, évitant le regard d'Élodie alors qu'il tendait le papier à Dubois. Élodie lut par-dessus l'épaule de Dubois, sa mâchoire se crispant à chaque mot. Le rapport décrivait Chloé comme « agressive et non coopérative », prétendant qu'elle avait « chargé vers l'unité canine ». « C'est un mensonge. » La voix d'Élodie était mortellement calme. « Ma fille de 7 ans a chargé un berger allemand. Vous étiez là, agent Lefebvre. Vous avez vu ce qui s'est réellement passé. » Lefebvre se tortilla mal à l'aise. « J'ai juste apporté les papiers. » Élodie sortit son téléphone, les doigts stables malgré sa colère. Elle appela le père Antoine, laissant échapper un soupir lorsque sa voix chaleureuse répondit. « Antoine, c'est Élodie. Il est arrivé quelque chose à Chloé. » Elle expliqua brièvement la situation. Sa voix contrôlée mais tendue d'émotion. « J'arrive, » répondit le père Antoine sans hésitation. « Reste forte, mon enfant, nous allons gérer ça comme il faut. » 20 minutes plus tard, la grande silhouette du père Antoine apparut dans le couloir de l'hôpital. Sa présence semblait remplir l'espace d'une autorité calme. Il serra brièvement Élodie dans ses bras, puis étudia le rapport avec une grave attention. « Ils essaient de justifier un usage excessif de la force, » observa-t-il. Sa voix profonde portant des décennies de sagesse. « Mais souviens-toi de ce que je dis toujours. Sois précise, pas bruyante, la vérité parlera plus fort que la rage. » Élodie hocha la tête, puisant de la force dans sa présence stable. « Je sais, mais quand je lis leurs mensonges. » « Canalise cette colère en action, » conseilla le père Antoine.
Documente tout. Construis ton dossier brique par brique. L'infirmière Rodriguez sortit avec une tablette. Le visage troublé. Élodie, tu devrais voir ça. Elle afficha un fichier vidéo. Les images de la caméra piéton que Dubois avait transférées aux archives de l'hôpital. Regarde l'horodatage. Élodie se pencha en fronçant les sourcils. La vidéo commençait 1 minute entière après que Deschamps et Lefebvre soient arrivés sur les lieux. L'interaction initiale cruciale manquait. Dubois apparut derrière elle, son expression s'assombrissant en regardant. C'est impossible, elle enregistrait. Je l'ai vérifié moi-même en arrivant. La première minute, la voix d'Élodie était tranchante. Se trouve justement manquante. Je vais enquêter, promit Dubois, les lèvres pincées en une ligne fine. Plus tard, alors que le soir tombait sur l'hôpital, Élodie était assise au chevet de Chloé. Sa fille s'était enfin endormie. Le visage paisible malgré les bandages sur ses bras. Le sac à dos rose reposait dans son sac de preuves à proximité. Son tissu déchiré rappelant tout ce qui avait mal tourné. Élodie se pencha près de l'oreille de Chloé, murmurant avec ferveur, « Tu n'as rien fait de mal. Ma puce, rien. » Son téléphone vibra. Un message de Madame Benali. Élodie l'ouvrit pour trouver une pièce jointe vidéo. L'image de l'aperçu montrait des images 4 Kelvin d'une clarté cristalline de la sonnette caméra, capturant l'incident entier depuis le moment où la voiture de Deschamps était apparue. Élodie fixa le téléphone, sa main retrouvant celle de Chloé, dans la chambre d'hôpital silencieuse, entourée par le bip doux des moniteurs et les sons lointains des urgences. Elle sentit le poids de ce qui l'attendait, mais elle sentit aussi autre chose, la certitude que la vérité, capturée en haute définition, ne serait pas si facilement effacée. La lumière du matin filtrait à travers les stores de l'hôpital, projetant de fines rayures sur l'écran de l'ordinateur portable d'Élodie. Elle avait à peine dormi, passant la majeure partie de la nuit à veiller sur Chloé tout en examinant image par image les enregistrements de la sonnette caméra de Madame Benali. La vidéo 4K était d'une clarté cristalline, ne laissant aucune place à l'interprétation. À l'écran, Chloé marchait calmement le long de la bande herbeuse, son sac à dos rose rebondissant à chaque pas. La voiture de police entrait dans le champ. Et la posture agressive de Deschamps était immédiatement apparente. L'audio captait chaque mot. La confusion polie de Chloé. Les ordres escaladants de Deschamps. L'avertissement hésitant de Lefebvre. Puis venait l'attaque de Thor. Non provoquée et brutale. Les mains d'Élodie se crispèrent en la regardant à nouveau. L'horodatage dans le coin correspondait parfaitement au registre de la radio que Dubois lui avait montré. Personne ne pourrait prétendre que c'était édité ou altéré. Elle ouvrit son email et attacha le fichier vidéo, l'adressant à maître Valérie Lefort. Élodie avait rencontré l'avocate des droits civiques plusieurs fois aux urgences. Généralement lorsque Valérie représentait des victimes de violences policières. La réputation de l'avocate pour faire tomber les policiers corrompus la précédait. Maître Lefort, tapa Élodie. Ma fille Chloé a été attaquée par un chien de la police hier. J'ai des preuves vidéo claires. J'ai besoin de votre aide. Elle ajouta son numéro de téléphone et appuya sur envoyer. Son téléphone sonna moins de 5 minutes plus tard. Élodie. La voix de Valérie était tranchante. Concentré. Je viens de visionner les images. Je prends votre affaire. Où êtes-vous maintenant? Hôpital pédiatrique. Il laisse sortir Chloé ce matin. Restez-y. J'arrive. Nous devons déposer des demandes de préservation des preuves avant que quoi que ce soit ne disparaisse, convenablement. En moins d'1 heure, Valérie entra d'un pas décidé dans la chambre d'hôpital de Chloé, ses talons claquant sur le linoléum. Elle portait une mallette en cuir et dégageait l'assurance de quelqu'un qui ne perdait jamais un combat qu'elle choisissait de mener. Comment va-t-elle? Demanda Valérie, hochant la tête vers Chloé, qui coloriait tranquillement dans son lit. Physiquement, les morsures étaient superficielles. Mentalement, Élodie secoua la tête. Elle n'arrête pas de demander ce qu'elle a fait de mal. Elle n'a rien fait de mal, dit fermement Valérie en sortant son ordinateur portable. Et nous allons le prouver. J'ai déjà rédigé des demandes de préservation pour le commissariat. Ils devront conserver tous les registres d'entraînement canin, les communications radio, les images des caméras piétons. Tout. Elles passèrent l'heure suivante à examiner les détails. Les questions de Valérie étaient précises, méthodiques. Elle documenta chaque ecchymose, chaque morceau de vêtement déchiré, chaque moment de la rencontre. Une télévision montée dans le coin attira soudain leur attention. Le commissaire divisionnaire Vasseur tenait une conférence de presse devant le commissariat. L'incident d'hier était un malentendu regrettable, dit Vasseur. Son visage un masque de préoccupation étudié. L'agent Deschamps a été placé en congé administratif payé en attendant une enquête complète. Notre service prend très au sérieux tout usage de la force impliquant des mineurs. Un malentendu? La voix d'Élodie était tendue. Il a lâché un chien sur ma fille de 7 ans. Remarquez qu'il ne nie pas que l'attaque a eu lieu, observa Valérie. Il essaie juste de contrôler le récit.
Du damage control, classique. Un coup à la porte les interrompit. La capitaine Dubois entra, son expression réservée. Élodie, dit-elle doucement, je dois vous avertir. Quelqu'un a posé des questions sur votre dossier militaire. Il creuse. Qui? Impossible de dire avec certitude. Mais les demandes viennent de l'intérieur du service. Valérie prit une note. Tentative de discréditer un témoin. Ajoutée à la liste. Élodie aida Chloé à faire ses affaires et elles rentrèrent à la maison. La maison semblait différente, moins sûre, moins privée. Elle vérifia les serrures à double tour. Tira les rideaux et tenta de restaurer une certaine normalité pour le bien de Chloé. Elle dînait quand on frappa à la porte. À travers le judas, Élodie vit une femme en tenue de ville tenant un presse-papier. Le badge indiquait « Aide sociale à l'enfance ». Le cœur d'Élodie s'emballa, mais sa voix resta stable. « Chloé, chérie, va dans ta chambre une minute. » Elle ouvrit la porte, se tenant droite dans l'encadrement. L'agente de l'AS sourit professionnellement. « Mademoiselle Mathieu, je suis Sandra Wheeler de l'aide sociale à l'enfance. Nous avons reçu un signalement anonyme concernant une potentielle instabilité au foyer. Puis-je entrer ?» Élodie lui rendit son sourire. S'écartant. « Bien sûr, je vous en prie. » Elle sortit son téléphone et appela Valérie. Le mettant sur haut-parleur. « J'espère que cela ne vous dérange pas si mon avocate se joint à nous. » Bonjour, Madame Wheeler. La voix de Valérie résonna clairement. Ici Maître Valérie Lefort. J'enregistrerai cette interaction, comme c'est le droit légal de ma cliente. Veuillez procéder à votre inspection. Le sourire de l'agente de l'AS vacilla légèrement. Mais elle commença sa visite. La maison était impeccable. Vaisselle faite, sol balayé, linge plié. La chambre de Chloé était lumineuse et organisée. Ses devoirs fièrement affichés sur les murs. Le réfrigérateur portait ses dernières œuvres d'art. De jolis dessins au crayon d'oiseau qu'elle avait vus lors de ses promenades pour rentrer de l'école. Tout semble être en ordre, dit finalement Wheeler. Incapable de cacher son embarras. Je m'excuse pour le dérangement. Après son départ, Valérie était toujours en ligne. Ils essaient de vous discréditer. Élodie, ce qui signifie qu'ils ont peur. Élodie regarda la porte fermée de la chambre de Chloé, pensant au dessin de sa fille, à son esprit curieux, à son cœur doux. Alors ils viennent de réveiller la mauvaise mère. La soirée s'installa sur le salon d'Élodie comme une lourde couverture. La lueur chaude des lampes de table créait des îlots de lumière intime. Élodie était assise dans son fauteuil préféré, entourée d'alliés qui s'étaient réunis pour aider à planifier leurs prochaines actions. Maître Valérie Lefort occupait la chaise de la salle à manger qu'elle avait rapprochée. Son ordinateur portable ouvert et des papiers juridiques étalés sur la table basse. La grande silhouette du père Antoine occupait l'extrémité du canapé. Sa présence stable et rassurante. La capitaine Dubois était perchée alertement sur un tabouret de cuisine qu'elle avait apporté. Tandis que Madame Benali était assise dignement sur le bord du canapé, serrant toujours son téléphone avec ses précieuses preuves vidéo. Commençons par le commencement, dit Valérie en tapotant son stylo contre un bloc-notes. Nous devons déposer la plainte officielle demain matin. Je l'ai déjà rédigée, mais je veux m'assurer que nous incluons chaque détail. Elle regarda Élodie. Plus nous serons précis, plus il leur sera difficile de s'en sortir. Élodie hocha la tête, les mains jointes fermement sur ses genoux. Et la presse? Ils n'arrêtent pas d'appeler. Nous contrôlons le récit, répondit fermement Valérie. Pas d'interviews individuelles pour l'instant. Nous publierons une déclaration claire via mon cabinet. En nous concentrant sur les faits. Une fillette de 7 ans non armée rentrant chez elle sur un terrain public. Attaquée par un chien de la police sans provocation. Laissons la vidéo parler d'elle-même. Le père Antoine se pencha en avant. Sa voix profonde portant des années de leadership communautaire. Je peux organiser une réunion à l'église demain soir. Impliquer le quartier, mais en restant organisé. Pas de cris, pas de violence, juste des citoyens concernés exigeant des comptes. Les maires de la paroisse viendront, ajouta Madame Benali, son accent donnant du poids à ses paroles. Elles se souviennent de leurs propres enfants marchant sur ce chemin. Et j'ai d'autres images de ma caméra montrant d'autres enfants utilisant ce raccourci. Des années d'images, paisibles comme des oiseaux. La capitaine Dubois s'éclaircit la gorge. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Elle sortit un dossier de son sac. J'ai fait des recherches dans les dossiers de certification de la brigade canine de Deschamps. Ces qualifications ont expiré il y a 3 mois. Il utilise Tor sans certification valide. La pièce devint silencieuse alors que les implications s'imposaient. C'est un délit, dit Valérie. Ses yeux s'aiguisant. Utiliser un chien non certifié est considéré comme un usage de force potentiellement létal sans la formation appropriée. La responsabilité seule. Elle se mit à taper furieusement. Un léger coup à la porte d'entrée fit sursauter tout le monde. Élodie se leva pour répondre, vérifiant d'abord par le judas.
Ses épaules se détendirent légèrement en ouvrant la porte pour révéler la conseillère municipale Éliane Renaud. Ses cheveux argentés impeccables malgré l'heure tardive. « J'espère que je ne dérange pas, » dit Éliane en entrant. « J'ai entendu dire qu'il y avait une réunion stratégique. » Madame la conseillère, le père Antoine se leva respectueusement. « Votre présence signifie beaucoup. » Éliane s'installa dans une chaise offerte. Ses mouvements délibérés. « Ce n'est pas mon premier rodéo avec les abus de la police. J'étais plus jeune que Chloé pendant les mouvements de mai 68. Certaines choses n'ont pas autant changé qu'on l'espérait. » Le public se mobilise déjà, dit Madame Ben Ali en montrant l'écran de son téléphone. Regardez sur Twitter. Notre hashtag Justice pour Chloé est en tendance dans la région. Ma petite fille m'a montré comment vérifier. Élodie regarda l'activité croissante sur le hashtag. Voyant des voisins, des parents et des militants locaux partager l'histoire. Les images de la sonnette caméra avaient été vues des milliers de fois. Nous devons agir vite, dit Valérie. Toujours en train de taper. Je dépose des requêtes pour la préservation des preuves dès demain matin. Images des caméras piétons, registre radio, dossier d'entraînement canin, email interne, tout. Le service se battra, avertit Dubois. Ils le font toujours. Qu'ils le fassent, répondit Valérie. Chaque tentative de nous bloquer est une preuve de plus de leur conscience de culpabilité. Le père Antoine sortit son propre carnet. Je vais commencer à appeler les membres de la paroisse ce soir. Nous pouvons avoir des gens prêts à assister à la réunion du conseil municipal la semaine prochaine. La pression pacifique des contribuables a tendance à rendre les politiciens nerveux. En parlant de ça, ajouta Éliane, j'ai parlé à d'autres conseillers. Il y a un soutien pour un examen indépendant des politiques de la brigade canine. Cet incident pourrait être le catalyseur dont nous avons besoin pour une vraie réforme. Madame Ben Ali se redressa soudainement. Regardez, elle leva à nouveau son téléphone. BFM TV diffuse le reportage. Ils utilisent ma vidéo. Ils regardèrent tous le clip d'information, montrant la promenade innocente de Chloé se transformer en un moment de terreur. La voix du journaliste était à juste titre indignée, remettant en question l'utilisation d'un chien policier contre un enfant. Le téléphone de Valérie vibra, interrompant le moment. Elle le prit, fronçant les sourcils à l'écran. Tiens, quelqu'un vient d'essayer d'accéder au serveur de la police où sont stockées les images des caméras piétons. On dirait une tentative d'effacement de données. Son froncement de sourcils se transforma en un sourire entendu. Ils sont désespérés. Peuvent-ils les effacer ? Demanda vivement Élodie. Ils peuvent essayer, répondit Valérie. Mais j'ai déjà 3 sauvegardes. De plus, j'ai déposé des ordonnances de préservation d'urgence par voie électronique il y a 1 heure. Toute falsification maintenant serait une destruction de preuves. Dehors, les sirènes hurlaient au loin, leur son se propageant dans le quartier calme. Élodie se dirigea vers la fenêtre, tirant légèrement le rideau pour regarder la rue sombre. Des voitures de police étaient passées régulièrement toute la journée. Une démonstration de force destinée à intimider. Qu'ils viennent, dit-elle, la voix stable et déterminée. J'ai fini de fuir. La pièce retomba dans le silence. Mais cette fois, c'était différent. Pas le silence de la peur, mais celui de la résolution. Ces personnes rassemblées dans son salon avec leurs documents juridiques. Leurs relations communautaires et leur juste colère représentaient quelque chose de plus grand qu'un simple incident. Elles étaient la machine de la justice, broyant lentement mais inexorablement vers la vérité. Le matin apporta une bruine constante sur Villeneuve-Saint-Clair, transformant le ciel en un gris sourd. Élodie se tenait à la fenêtre de sa cuisine, regardant les camionnettes des chaînes d'information se garer le long de sa rue normalement calme. Leurs antennes paraboliques pointaient vers le ciel comme des fleurs de métal cherchant des signaux plutôt que le soleil. À l'intérieur, Chloé grignotait ses céréales, ses petites jambes se balançant sous la chaise de la cuisine. « Tu te souviens de ce dont on a parlé ?» demanda Élodie, vérifiant le nouveau sac à dos de Chloé. Violet vif cette fois, le rose étant conservé comme preuve. « Restez près de Madame Rodriguez pendant la récré, récita Chloé. Et si quelqu'un pose des questions sur ce qui s'est passé, dire, sans commentaire, comme à la télé. » Le cœur d'Élodie se serra. Une enfant de 7 ans ne devrait pas avoir à connaître des expressions comme « sans commentaire ». Elle s'agenouilla à côté de la chaise de sa fille. « C'est ça, ma puce. Et souviens-toi. » Je n'ai rien fait de mal, termina Chloé, réussissant un petit sourire. Le trajet vers l'école semblait plus long que d'habitude. Élodie remarqua 2 voitures de patrouille qui les suivaient, restant juste assez loin pour prétendre à une coïncidence. Elle gardait ses mouvements délibérés, utilisant ses clignotants avec une précision millimétrée. Maintenant exactement la limitation de vitesse. Des années de conduite tactique lui avaient appris à être imprévisible. Mais aujourd'hui, elle devait être irréprochable. Des journalistes attendaient à l'entrée de l'école, tenus à distance par la présence sévère de la directrice.
Élodie se gara dans la zone de dépose. Accompagna Chloé jusqu'à la porte d'un pas mesuré. Les obturateurs des appareils photo cliquetaient comme des insectes. Madame Mathieu, avez-vous une réponse? Madame Mathieu. Est-il vrai que... Élodie garda un visage neutre. Une main sur l'épaule de Chloé. L'autre tenant un parapluie au-dessus d'elle. La directrice, Madame Chen, les accueillit à la porte. Nous avons augmenté la surveillance dans les couloirs, dit-elle à voix basse. Et l'académie a approuvé son transfert temporaire dans la classe de Madame Rodriguez. Moins de fenêtres, plus d'intimité. Élodie hocha la tête avec gratitude. Merci. De l'autre côté de la ville, Maître Valérie Lefort entrait d'un pas décidé dans le palais de justice. Ses talons claquant contre les sols en marbre. Elle portait un épais dossier de documents. La plainte pour violation des droits civiques qu'elle avait passé toute la nuit à perfectionner. La plainte détaillait chaque violation, usage excessif de la force, défaut de formation, indifférence délibérée, politique et pratique discriminatoire. Chaque allégation était étayée par des pièces à conviction, des précédents et la preuve vidéo accablante. Le greffier tamponna le dépôt tandis que le téléphone de Valérie vibrait. Le conseil municipal venait d'annoncer une séance d'urgence pour le lendemain matin. Timing parfait, marmonna-t-elle, envoyant un SMS rapide à Élodie. Dans le bureau du commissaire Vasseur, les stores étaient tirés contre la pluie et les regards indiscrets. Il se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir, regardant les agents Deschamps et Lefebvre avec une irritation à peine contenue. Vos déclarations initiales ont besoin d'être travaillées, dit-il en faisant glisser 2 dossiers sur son bureau. Trop d'incohérences, corrigez-les. Deschamps se tortilla mal à l'aise. Monsieur le commissaire, si nous changeons nos histoires maintenant. Pas changer, le coupa doucement Vasseur. Clarifier, ajouter des détails, les rendre blindés. Il se leva, dominant son bureau. À moins que vous ne préfériez affronter ça seul. Les 2 agents prirent les dossiers. La confrontation avec la capitaine Dubois eut lieu 1 heure plus tard. Elle apparut à l'embrasure de la porte de Vasseur, tenant une chronologie imprimée de l'incident. Le trou dans l'enregistrement de la caméra piéton n'est pas un problème technique, déclara-t-elle sans détour. Quelqu'un a accédé au serveur à 2 heures du matin cette nuit-là. Le sourire de Vasseur n'atteignit pas ses yeux. Attention, Isabelle, il y a un poste qui s'ouvre à la surveillance du stationnement. Beaucoup d'air frais, une bonne marche. Est-ce une menace, monsieur le commissaire? C'est un conseil de carrière. À prendre ou à laisser. Le téléphone d'Élodie commença à vibrer pendant sa pause déjeuner à l'hôpital. Les notifications affluaient. Mentions sur les réseaux sociaux. Tags, messages directs. Publication après publication affirmant qu'elle souffrait d'épisodes de SSPT militaire et qu'elle était connue pour son comportement agressif. Elle transféra tout à Valérie, dont l'équipe informatique traça les sources en quelques heures. Les résultats la firent rire aux éclats. Des adresses IP enregistrées à la mairie, au commissariat, et le plus accablant, à l'ordinateur personnel du bureau du commissaire Vasseur. Il n'essaie même plus de se cacher, dit Valérie à Élodie au téléphone. C'est exactement ce dont nous avons besoin. La preuve d'une retaliation coordonnée. La campagne de diffamation s'intensifia lorsque Deschamps donna une interview anonyme à un blog criminel local. Le titre criait « Un policier témoigne, une mère instable a chargé l'unité canine. Mettant son enfant en danger ». La réponse de Valérie fut rapide et dévastatrice. Elle publia l'intégralité de la vidéo de la sonnette caméra en ligne. Sa résolution 4K cristalline ne laissait aucune place à l'interprétation. La vidéo montrait chaque seconde. La promenade paisible de Chloé. L'approche agressive de Deschamps. L'attaque non provoquée de Thor et la réponse contrôlée d'Élodie. En quelques heures, elle se propagea sur les plateformes de médias sociaux, les sites d'information et les réseaux militants. #Justice pour Chloé devint un sujet tendance nationale. Ce soir-là, Élodie borda Chloé dans son lit. La télévision en sourdine dans le salon diffusait toujours la couverture de leur histoire. Les présentateurs des informations nationales débattaient de la réforme de la police en montrant des extraits de la vidéo en boucle infinie. « Maman !» murmura Chloé alors qu'Élodie lissait sa couverture. « Les gens à l'école l'ont vu. Ils ont dit que je suis célèbre maintenant. » Élodie écarta une boucle du front de sa fille. « Non, ma puce, tu n'es pas célèbre. Tu es juste la vérité qu'ils ne peuvent plus ignorer. » Elle embrassa le front de Chloé. « Maintenant, le monde entier le sait. » Dehors, la pluie avait enfin cessé. Les camionnettes des chaînes d'information restaient garées le long de la rue. Leurs lumières brillant dans l'obscurité comme des étoiles terrestres. Élodie se tenait à la fenêtre de Chloé. Les regardant. Qu'ils regardent, pensa-t-elle. Qu'ils voient tous. La vérité était sortie maintenant. Portée par des ondes de lumière et de données vers des millions d'écrans. Il n'y aurait plus de cachette dans l'ombre. Plus de récits tordus. Le monde entier le savait. Et il regardait. L'ancien système de chauffage de la mairie gémissait alors que les gens s'entassaient sur chaque siège disponible.
Élodie était assise au premier rang à côté du père Antoine, observant des visages à la fois familiers et étrangers entrer. Des caméras de télévision bordaient le mur du fond, leur lumière rouge clignotant comme des yeux mécaniques. La salle lambrissée, habituellement résonnant des affaires municipales banales, bourdonnait maintenant d'une énergie à peine contenue. La conseillère municipale Éliane Renaud disposait des papiers sur le bureau surélevé, ses cheveux argentés captant la lumière fluorescente. À côté d'elle, d'autres conseillers s'agitaient mal à l'aise, conscients de l'examen minutieux de la foule. Le commissaire Vasseur se tenait près de la sortie, les bras croisés, son sourire politique habituel ayant disparu. Le père Antoine se leva lentement vers le podium, sa médaille de vétéran brillant sur son revers. La salle se tut alors qu'il ajustait le microphone. « Prions », commença-t-il, sa voix profonde remplissant l'espace. « Seigneur, accorde-nous la sagesse de reconnaître l'injustice, le courage de la nommer, et la force de la corriger. » Il fit une pause, ouvrant les yeux pour balayer la foule. Ce qui s'est passé la semaine dernière ne concernait pas seulement un enfant, un chien ou un policier. Il s'agissait du pouvoir, de qui le détient, de qui en abuse, et de qui souffre de cet abus. Élodie remarqua plusieurs conseillers se tortiller. Bien, pensa-t-elle, qu'ils se tortillent. Nous ne sommes pas ici pour la vengeance, continua le père Antoine. Nous sommes ici pour la responsabilité, quand ceux à qui l'on a confié l'autorité abusent de cette confiance. Le silence devient complicité. Il fit un signe de tête à Éliane Renaud. Merci. La conseillère Renaud s'approcha du podium, portant un grand plan enroulé. Ses mouvements étaient délibérés alors qu'elle l'étalait sur le chevalet de présentation. Voici les plans cadastraux originaux du département datant de 1987, annonça-t-elle. Sa voix claire et ferme. Il montre quelque chose d'intéressant sur cette bande de terrain derrière l'ancien entrepôt. L'écran de projection s'illumina avec une superposition détaillée de l'arpentage. Renaud traça un chemin surligné avec son doigt. Cette zone, où la jeune Chloé marchait, n'est pas une propriété privée. C'est une servitude de passage public établie il y a 35 ans pour l'accès à la conduite d'eau principale et désignée pour un usage piétonnier. Des murmures parcoururent la foule. Élodie vit Vasseur sortir son téléphone, tapant rapidement. De plus, continua Renaud, cette servitude est utilisée comme sentier par les résidents depuis des décennies. Les propres équipes de maintenance de la ville l'utilisent régulièrement. Elle sortit un autre document. Voici le registre des inspections mensuelles montrant un accès piétonnier constant. Deschamps, assis avec son représentant syndical, semblait rapetisser sur sa chaise. Son visage était devenu pâle. Quand vint le tour d'Élodie de parler, elle se leva lentement, lissant sa blouse d'infirmière. Elle n'avait pas eu le temps de se changer après son service. Mais d'une certaine manière, cela semblait juste, les laisser la voir telle qu'elle était. Une mère qui travaille. Ma fille pèse 23 kilos, commença-t-elle. Sa voix stable mais portant jusqu'à chaque coin. Elle portait un sac à dos rose avec un porte-clés licorne. Elle rentrait de l'école par un chemin qu'elle a emprunté des centaines de fois. Élodie fit une pause, croisant le regard de Deschamps. Et elle a été traitée comme une menace. Elle a 7 ans. La salle éclata en applaudissements. Quelqu'un à l'arrière cria « Honte à vous !» Élodie leva la main pour demander le silence. « Je ne suis pas ici pour crier. Je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici parce que ma fille m'a demandé hier soir si le chien de la police reviendrait pour elle. » Sa voix se brisa légèrement. Aucun enfant ne devrait avoir à poser cette question. Plus d'applaudissements, plus fort cette fois. Élodie remarqua Madame Benali essuyant des larmes derrière ses lunettes. La capitaine Dubois s'avança ensuite, portant un épais dossier. Son uniforme était impeccablement repassé, son insigne brillant sous les lumières crues. J'ai ici les dossiers de certification de l'unité canine pour les 18 derniers mois, dit-elle en les posant sur le bureau du conseil. La certification de l'agent Deschamps a expiré il y a 3 mois. Le règlement du service interdit strictement le déploiement d'une unité canine non certifiée. Le représentant syndical se pencha pour murmurer de toute urgence à l'oreille de Deschamps. Vasseur avait cessé de taper et fixait Dubois avec une haine non dissimulée. De plus, continua Dubois, sa voix professionnelle mais pointue. Il y a 7 plaintes antérieures pour usage excessif de la force canine dans le dossier de l'agent Deschamps. Toutes ont été réglées discrètement. Toutes impliquaient des minorités. La réaction de la foule fut immédiate et bruyante. Les membres du conseil se regroupèrent, chuchotant frénétiquement. Les journalistes se précipitèrent pour téléphoner leur mise à jour. Éliane Renaud appela à l'ordre, frappant son marteau. À la lumière de ces preuves, je propose de suspendre l'agent Deschamps immédiatement, en attendant une enquête complète. Le vote fut rapide et unanime. Même ceux qui se rangeaient habituellement du côté de la police ne pouvaient ignorer la pression publique. Pendant un moment, la victoire sembla réelle. Élodie regarda Deschamps sortir en trombe, suivi de son représentant et d'une nuée de journalistes.
Le père Antoine lui serra l'épaule. Première étape, dit-il doucement. Juste la première étape. Le parking était sombre quand Élodie partit. La soirée de printemps était devenue fraîche. Elle se dirigea vers sa voiture. Les clés à la main. L'attention vive. Les vieilles habitudes ayant la vie dure. Le crissement du gravier derrière elle la fit se retourner. Mais il n'y avait que de l'ombre. Elle atteignit sa voiture, puis s'arrêta. Quelque chose n'allait pas. La légère inclinaison du châssis. La façon dont la lumière frappait le passage de roue. Elle fit le tour lentement. Son pneu avant était à plat. Une entaille nette visible dans le caoutchouc. Pas une crevaison accidentelle. C'était un message, délivré avec une précision chirurgicale. Élodie resta immobile, scrutant l'obscurité, mais celui qui avait laissé cet avertissement était parti depuis longtemps. L'aube s'insinuait sur Villeneuve-Saint-Clair alors qu'Élodie se tenait dans son allée. Regardant le dépanneur travailler, la vapeur s'élevait de sa tasse de café, assortie à sa respiration régulière dans l'air frais du matin. Le pneu crevé semblait pire à la lumière du jour. Une coupure nette et professionnelle qui parlait de pratique et d'intention. Ça ne ressemble pas à un dommage routier ordinaire, dit le dépanneur en actionnant le treuil. Son badge indiquait Steve et ses yeux avaient le regard entendu de quelqu'un qui avait déjà vu ça. Non, acquiesça Élodie, prenant une autre gorgée, ce n'en est pas un. Son téléphone vibra. Le nom de Valérie clignota sur l'écran avec un lien vers une publication sur les réseaux sociaux qui gagnait rapidement en popularité. Élodie l'ouvrit. Son expression inchangée alors qu'elle regardait un clip granuleux la montrant en train de charger Deschamps lors de l'incident avec Chloé. Les images étaient tremblantes, recadrées de manière serrée, montrant Élodie se déplaçant agressivement vers l'agent sans contexte. La vidéo se coupait juste avant de la montrer atteignant sa fille terrifiée. Ils sont aux abois, texta Valérie. Mon équipe technique analyse la vidéo maintenant. Élodie répondit par un simple pouce levé, puis appela la capitaine Dubois. Je l'ai vu, répondit Dubois sans préambule. Je suis déjà dans le système en train de vérifier les journaux du serveur. Sa voix baissa. Quelque chose ne va pas ici. Il y a une note de service interne d'hier matin. Atténuer l'opinion publique. Utiliser des variations d'image. Elle porte la signature numérique de Vasseur. Pouvez-vous me la transférer? Pas directement, mais je documente tout. Chaîne de possession. Dubois fit une pause. Ils ont aussi augmenté les patrouilles dans votre quartier. 4 fois la rotation normale. Élodie regarda Steve finir de sécuriser sa voiture sur le plateau. Harcèlement par politique, dit-elle doucement. Exactement. Et Élodie, surveillez vos arrières. Il ne s'agit plus seulement de Deschamps. Après avoir raccroché, Élodie appela un VTC pour aller au travail. Pendant qu'elle attendait, le prochain SMS de Valérie arriva avec des captures d'écran de son analyse technique. La vidéo de la charge avait été délibérément recadrée à partir des images de la sonnette caméra de Madame Ben Ali. Ralentie dans certaines sections pour paraître plus menaçante, puis artificiellement dégradée pour cacher la manipulation. Ils ne sont même pas doués pour brouiller les pistes, écrivit Valérie. Je dépose une requête en référé dès maintenant pour préserver toutes les communications du service. Ils paniquent et les gens paniqués font des erreurs. Le soleil du matin montait plus haut à l'arrivée du VTC d'Élodie. Son téléphone vibra à nouveau. Une alerte d'information montrant le commissaire Vasseur lors d'une conférence de presse impromptue devant le commissariat. Ces allégations de falsification de preuves sont totalement infondées, disait-il. Son sourire étudiait fermement en place. Notre service maintient les plus hauts standards de transparence et de responsabilité. Toute suggestion contraire est simplement une tentative d'enflammer l'opinion publique. Élodie le regarda mentir avec l'aisance d'une longue pratique. Derrière lui, des agents en uniforme se tenaient au garde à vous. Un mur de solidarité bleu. Mais elle remarqua Lefebvre se tortillant mal à l'aise au bord du cadre. Les yeux baissés. À l'hôpital, Élodie se concentra sur ses patients tandis que son téléphone accumulait les mises à jour. La requête de Valérie avait été accordée. Le service était maintenant légalement tenu de préserver toutes les communications relatives à l'incident. Madame Ben Ali avait donné 3 interviews défendant l'authenticité de ces images originales. Le père Antoine organisait une autre réunion communautaire. Pendant sa pause déjeuner, elle reçut un message chiffré de Dubois. Je vois elle maintenant. Quelque chose est en train de se passer. 20 minutes plus tard. Dubois envoya un autre message. Local des fournitures. 3e étage. Tout enregistré. Le clip vidéo qui suivit montrait Lefebvre. Pâle et agité, parlant à voix basse. Le commissaire m'a pris à part juste après. Sa voix vacilla. Il a dit qu'on devait protéger l'image du service. Il m'a dit de supprimer la première minute de l'enregistrement. Il a dit que c'était la procédure standard pour les problèmes de tampons. Et vous l'avez fait. La voix de Dubois. Professionnelle et stable. Oui, mais j'ai d'abord sauvegardé une copie. Je ne me sentais pas bien avec ça. Lefebvre passa une main dans ses cheveux. Il a dit que c'était juste la procédure.
Mais la façon dont il l'a dit, comme une menace. Élodie transféra le clip à Valérie, ajoutant seulement « levier ». De l'or, répondit Valérie. Réunion à mon bureau après votre service. Apportez du café fort. Le reste du service d'Élodie passa dans un flou de patients et de procédures. Au moment où elle arriva au bureau de Valérie en centre-ville, le soleil se couchait, peignant les fenêtres d'orange et d'or. Elle s'assirent entourée de papiers, d'écrans et de tasses de café vides. Regardez cette chronologie, dit Valérie, étalant un tableau détaillé. Chacun de leurs mouvements n'a fait que les enfoncer davantage. Le pneu crevé, harcèlement documenté. La vidéo truquée, preuve de manipulation. L'aveu de Lefebvre, complot et obstruction. Élodie traça les événements avec son doigt. Ils sont en train de s'enterrer eux-mêmes. À chaque pelletée de terre, acquiesça Valérie, surlignant un autre document. Et la beauté, c'est que nous n'avons rien à faire d'autre que de le documenter. Ils sont tellement concentrés sur la dissimulation de l'incident initial qu'ils commettent de toutes nouvelles violations. L'orgueil, dit doucement Élodie. C'est toujours l'orgueil. L'orgueil et le pouvoir, corrigea Valérie. Ils ne peuvent pas accepter qu'ils ne sont plus intouchables. Elle désigna son téléphone. Qui téléchargeait encore les journaux du serveur de la police. Chaque suppression, chaque modification, chaque dissimulation, tout laisse des traces. Et maintenant, nous avons des ordonnances du tribunal pour tout préserver. Dehors, des sirènes lointaines hurlaient, une autre voiture de patrouille faisant un autre passage. Élodie le remarquait à peine. Elle était concentrée sur les preuves qui s'accumulaient devant elle. Chaque pièce s'emboîtant comme un puzzle, révélant la pourriture sous l'insigne. Le soleil de l'après-midi était bas alors qu'Élodie quittait l'école de Chloé. Vérifiant ses rétroviseurs par habitude, sa fille était assise sur la banquette arrière, fredonnant doucement tout en dessinant dans son carnet. Une nouvelle routine qui l'aidait à calmer ses nerfs après l'incident. « Qu'est-ce que tu dessines aujourd'hui, ma puce ?» demanda Élodie, gardant sa voix légère malgré la tension dans ses épaules. « Les oiseaux que j'ai vus à la récré. Madame Thompson m'a aidé à les chercher dans la bibliothèque. » Chloé leva son croquis. « Regarde, celui-là, c'est un rouge-gorge. » Élodie lui sourit dans le rétroviseur. Mais l'expression se figea alors que des gyrophares rouges et bleus clignotèrent soudainement derrière eux. Ses mains se crispèrent sur le volant. « C'est bon, Chloé, reste calme. » Élodie se rangea en douceur, suivant parfaitement toutes les règles. Elle avait déjà vérifié ses clignotants, sa vitesse, tout était dans les règles. Dans son rétroviseur latéral, elle vit l'agent Deschamps sortir de la voiture de patrouille. Cette démarche arrogante familière, sa mâchoire se serra. Il n'était pas censé être en service actif. Papier du véhicule et permis de conduire, dit Deschamps d'une voix traînante. Se penchant à sa fenêtre avec une intimidation calculée. Son haleine sentait le café et la satisfaction. Agent Deschamps, reconnut froidement Élodie, les mains visibles alors qu'elle cherchait ses documents. Je pensais que vous étiez en congé administratif. Réintégré pour des tâches administratives, dit-il avec un sourire narquois. C'est drôle comme les choses tournent. Vous n'avez pas mis votre clignotant là-bas. Non, c'est pas vrai. La petite voix de Chloé venait de la banquette arrière. Je regardais les lumières clignoter. Maman met toujours son clignotant. Les yeux de Deschamps se tournèrent vers Chloé, puis revinrent sur Élodie. Les enfants ne voient pas toujours tout, n'est-ce pas? Sont-on porté une menace? Élodie garda sa respiration régulière, l'entraînement des forces spéciales prenant le dessus. Reste calme, documente tout. Elle appuya sur le bouton d'enregistrement de son téléphone, posé face vers le haut sur le siège passager. Y a-t-il un problème ici? Une nouvelle voix trancha la tension. La capitaine Dubois s'approcha de son véhicule qui venait d'arriver, le visage tendu de colère contenue. Contrôle de routine. Capitaine, dit Deschamps en se redressant. Défaut de clignotant. J'étais derrière eux sur 6 pâtés de maison, interrompit Dubois. Chaque clignotant était correct. Votre caméra de bord le confirmera. N'est-ce pas? L'arrogance de Deschamps vacilla. Je dois revoir les images. Oui, vous devez, dit sèchement Dubois. Et vous devez expliquer pourquoi vous effectuez des contrôles routiers alors que vous êtes censé être affecté à des tâches de bureau. Retournez au commissariat, maintenant. Élodie regarda silencieusement le jeu de pouvoir, gardant un œil sur Chloé dans le rétroviseur. Sa fille avait cessé de dessiner, ses petites mains serrant fermement son carnet. Après le départ réticent de Deschamps, Dubois se pencha à la fenêtre d'Élodie. Ce harcèlement s'arrête aujourd'hui. Je dépose une plainte formelle concernant cet incident. Merci, Isabelle, dit doucement Élodie. Mais nous savons toutes les deux que ça ne s'arrêtera pas. Plus tard dans la nuit, après avoir couché Chloé, Élodie était assise à sa table de cuisine, examinant les images de sécurité des nouvelles caméras que Valérie avait insisté pour qu'elle installe. Un mouvement sur le porche avant attira son attention. Une silhouette vêtue de sombre, essayant de rester dans l'ombre.
L'infrarouge de la caméra capta clairement son visage. L'agent Martinez, hors service, rôdant autour de sa maison. Les doigts d'Élodie volèrent sur son téléphone, envoyant les images à la fois à Valérie et à Dubois. Valérie appela immédiatement. C'est au-delà du harcèlement, dit Valérie. Sa voix tendue de rage contenue. Je dépose une demande d'ordonnance de protection d'urgence dès demain matin. Nous avons maintenant des preuves claires de harcèlement criminel. Ils escaladent, observa Élodie, gardant sa voix basse pour ne pas réveiller Chloé. Parce qu'ils perdent le contrôle du récit, le public se retourne contre eux. Les preuves s'accumulent et Valérie fit une pause alors que la sonnette caméra d'Élodie envoyait une autre alerte. Il y a quelqu'un d'autre ? Élodie passa au flux en direct. 2 autres agents prétendant suivre une plainte pour tapage nocturne. J'appelle Dubois, dit Valérie. N'ouvrez pas la porte, enregistrez tout. Les agents finirent par partir. Mais le mal était fait. Chloé apparut dans l'embrasure de la cuisine, serrant son lapin en peluche. J'ai entendu des voix, dit-elle doucement. Ils sont encore revenus ? Élodie ouvrit les bras et Chloé courut vers elle. Elle sentait sa fille trembler légèrement. Maman, est-ce qu'ils vont s'arrêter un jour ? Élodie la serra fort, passant une main dans ses cheveux. Quand ils apprendront à qui ils ont affaire, promit-elle. Sa voix d'acier. Après avoir rendormi Chloé, Élodie sortit son carnet, le même type qu'elle utilisait pour la planification de missions au COS. Elle commença à écrire méthodiquement. Heure, lieu, nom de témoin, schéma de harcèlement, chaque incident soigneusement documenté, chaque agent impliqué noté. La soldate en elle s'était réveillée à nouveau. Analysant les menaces, planifiant les contre-mouvements, elle avait combattu dans des zones de guerre, entraîné des unités d'élite, affronté des menaces plus grandes que des flics corrompus d'une petite ville. Ces hommes pensaient que l'intimidation était le pouvoir. Ils n'avaient jamais affronté quelqu'un qui comprenait la vraie force, celle qui vient de la protection de ce qui compte le plus. Son stylo se déplaçait régulièrement sur la page, cartographiant leur schéma de harcèlement, leurs points faibles, leurs tentatives de dissimulation. Chaque détail pouvait compter, chaque incident renforçait leur dossier. Elle avait appris il y a longtemps que les batailles les plus importantes se gagnaient par la préparation. En connaissant son adversaire mieux qu'il ne se connaissait lui-même. Un SMS de Dubois illumina son téléphone. Protection en place. Voiture banalisée de l'autre côté de la rue. On assure vos arrières. Élodie hocha la tête pour elle-même, ajoutant une autre note à sa liste croissante. Il pensait l'user. Au lieu de ça, il lui donnait des munitions. L'obscurité d'avant l'aube pressait contre les fenêtres d'Élodie, brisée seulement par le flash soudain des gyrophares rouges et bleus. Ses yeux s'ouvrirent instantanément. Les réflexes de combat ne s'estompent jamais vraiment. Les coups à sa porte d'entrée résonnèrent dans la maison comme des coups de feu. Police, ouvrez, contrôle de conformité. Élodie était déjà en mouvement. La mémoire musculaire de ses années de réponse tactique. Elle attrapa son téléphone, lançant l'enregistrement tout en enfilant un peignoir. Son esprit parcourait les possibilités. Pas de mandat nécessaire pour les contrôles de conformité. Mais le timing n'était pas aléatoire. Maman. La voix effrayée de Chloé venait de sa porte. C'est bon, ma puce. Tu te souviens de ce qu'on a répété ? Va dans ton endroit sûr et appelle Madame Benali. Élodie garda sa voix stable. Regardant Chloé hocher la tête et se glisser à nouveau dans sa chambre. Elles avaient répété cela, sachant que ce jour pourrait arriver. Les coups continuaient. Élodie se dirigea délibérément vers la porte. Le téléphone enregistrant tout. J'ouvre la porte. Je ne suis pas armée et je suis coopérative. La porte s'ouvrit violemment avant qu'elle ne puisse l'atteindre. 4 agents entrèrent en trombe. Équipement tactique. Armes dégainées. Élodie reconnut Lefebvre parmi eux. Son visage un masque de fausse autorité. Les mains où on peut les voir, cria inutilement l'officier de tête. Ses mains étaient déjà levées. Ma fille de 7 ans est dans sa chambre, dit clairement Élodie pour l'enregistrement. Je ne consens pas à cette perquisition. Je veux que mon avocate soit présente. Ils l'ignorèrent, se répandant dans la maison avec une efficacité pratique. Élodie entendit Chloé crier alors qu'ils entraient dans sa chambre. Reste calme, ma puce, appela Élodie, luttant pour garder sa voix égale. Tout va bien se passer. Un agent resta avec Élodie pendant que les autres menaient leur perquisition. Elle les regarda retourner les coussins, vider les tiroirs, éparpiller les papiers. Leurs mouvements étaient trop étudiés, trop concentrés sur des zones spécifiques. Ce n'était pas une perquisition. C'était une performance. Tiens, vint la voix de Lefebvre du salon. Il sortit tenant un sac de preuves contenant une seule balle de 9 mm. Regardez ce qu'on a trouvé sous le coussin de votre canapé. Le rire d'Élodie était froid. C'est une preuve montée de toutes pièces et vous le savez. Je n'ai pas possédé de munitions depuis que j'ai quitté le service. Vérifiez la balle. Elle correspondra à l'inventaire du service. Vous menacez un officier maintenant ? Le partenaire de Lefebvre s'avança. Menottes prêtes. Retournez-vous, les mains derrière le dos.
Élodie obtempéra, son entraînement militaire luttant avec son instinct maternel alors qu'elle entendait Chloé sangloter. Ma fille doit rester avec le père Antoine ou madame Ben Ali. Ce sont ses tuteurs agréés. Laz a été prévenue, dit Lefebvre avec un faux regret. On ne peut pas la laisser avec des tuteurs non officiels. C'est le règlement. Vous comprenez? Les menottes se refermèrent autour de ses poignets avec un clic décisif. Élodie garda un visage neutre même si la rage brûlait dans sa poitrine. Ils avaient bien planifié cela, la séparant de Chloé, essayant de les briser toutes les deux. Chloé, appela-t-elle alors qu'il la sortait. Souviens-toi de ce que je t'ai appris. Sois courageuse, ma puce, je te verrai bientôt. Les voisins sortaient sur leur perron. Téléphone enregistrant. Élodie aperçut madame Ben Ali déjà au téléphone. Appelant probablement Valérie. Bien, le réseau communautaire qu'ils avaient construit s'activait. Au commissariat, ils la traitèrent avec une lenteur délibérée. À travers la fenêtre de la salle d'enregistrement, elle vit Deschamps regarder, ce même sourire narquois sur son visage. Il pensait avoir gagné. À côté de lui, la capitaine Dubois se tenait les bras croisés, le visage pâle de fureur contenue. Élodie resta silencieuse pendant le traitement, ne donnant que les réponses nécessaires. Son esprit travaillait comme il l'avait fait au combat, évaluant les menaces, identifiant les faiblesses, planifiant les contre-mouvements. Ils avaient fait une erreur avec ce coup. Trop évident, trop désespéré. La cellule de garde à vue était froide, conçue pour être inconfortable. Élodie s'assit sur le banc en métal, ferma les yeux et se concentra sur sa respiration. L'entraînement des forces spéciales lui avait appris la patience. Attendre que la cible s'expose. Guetter l'erreur. Frapper seulement lorsque la victoire est certaine. Elle pensa à Chloé, probablement terrifiée dans un bureau de Laz. Mais elle s'était préparée à cela aussi. Chloé savait qu'il fallait rester calme. Se souvenir que maman viendrait la chercher. Faire confiance à leurs amis pour les aider. La pensée du courage de sa fille fit serrer la mâchoire d'Élodie. Les heures passèrent. Élodie entendit le commissariat s'animer. Changement de service. Voix montant et descendant. Elle cartographia les schémas, nota les rythmes. Chaque détail pourrait avoir de l'importance plus tard. Élodie. La voix de Valérie venait de la porte de la cellule. L'avocate semblait prête pour la guerre. Son vernis habituel s'était durci en armure. J'ai déposé une demande d'audience en référé. Le numéro de série de la balle correspond à une boîte de leur armurerie. Ils ont été négligents. Élodie hocha la tête, sans surprise. Ils sont désespérés. Le juge est furieux à propos du coup de Laz, continua Valérie. Le père Antoine est avec Chloé maintenant. J'ai fait annuler ça en moins d'1 heure. Elle a peur mais elle tient le coup. Elle dit de te dire qu'elle est courageuse. Quelque chose dans la poitrine d'Élodie se serra, puis se relâcha. La force de sa fille continuait de l'étonner. Nous le prouverons, promit Valérie, sa main agrippant les barreaux de la cellule. Tout, la preuve montée, le harcèlement, les violations des droits civiques. Ils viennent de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Le sourire d'Élodie était faible mais sincère. Nous l'avons déjà. Elle l'avait vu dans le sourire narquois de Deschamps. Dans les mouvements raides de Lefebvre. Dans la force excessive de leurs raids. La peur rend les hommes négligents. L'orgueil les rend aveugles. Et ces hommes avaient très peur. La porte de la cellule claqua alors que Valérie partait se préparer pour l'audience. Élodie reprit son immobilité patiente, comptant les respirations comme des battements de cœur. Au combat, la pire erreur était d'agir trop tôt. De frapper avant que l'ennemi n'ait pleinement exposé sa faiblesse. Elle pouvait attendre. La vérité ferait son travail. L'aube se levait sur les rues vides de Villeneuve-Saint-Clair, peignant le parking du petit café de nuances de gris et d'or. La capitaine Isabelle Dubois était assise dans son véhicule personnel, hors service, surveillant l'entrée pour tout signe de surveillance. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur une épaisse enveloppe Kraft posée sur ses genoux. La berline argentée de maître Valérie Lefort arriva précisément à 6 heures. Se garant à 2 places de distance. Comme convenu, l'avocate sortit, en tenue de ville mais prête au combat à sa manière, tenant une tasse de café qui pourrait excuser cette réunion matinale aux yeux de quiconque observerait. Dubois se glissa sur le siège passager de Valérie, l'enveloppe serrée contre sa poitrine. Vous devez voir ça, dit-elle sans préambule. Mais d'abord, comment va Élodie? Comme une soldate, répondit Valérie. Sa voix basse. Il pensait que la garde à vue la briserait. Au lieu de ça, elle a cartographié les rotations des gardes et calculé les horaires de service. Dubois faillit sourire. C'est bien Élodie. Voici pourquoi j'ai appelé. Elle ouvrit l'enveloppe, retirant une note de service écrite sur du papier à en-tête du commissariat. Ceci est tombé il y a 3 semaines, juste avant l'incident avec Chloé. Les yeux de Valérie se plissèrent en lisant. La note, signée par le commissaire Vasseur, décrivait de nouvelles mesures agressives pour faire respecter l'ordre public. Mais ce sont les notes manuscrites dans les marges qui lui firent prendre une inspiration brusque. Utilisez le chien pour établir l'obtempération, lut-elle à haute voix.
Maintenir la présence dans les zones à problème jusqu'à ce que les résidents apprennent. Une autre note. Partiellement barré, se concentrer sur les récidivistes, et le reste était rayé. Mais l'implication était claire. Il parle des familles, dit platement Dubois. Il cible les enfants pour contrôler les parents. Le chemin que Chloé a pris. C'est un raccourci depuis des décennies. Mais certains résidents ont commencé à se plaindre de ces gens qui l'utilisent. Et Vasseur y a vu une opportunité d'imposer sa loi, termina Valérie. Elle photographia soigneusement chaque page avec son téléphone. Cela prouve que le déploiement du chien n'était pas une erreur ou une réaction excessive. C'était une politique. Il y a plus. Dubois sortit un tableur. Les affectations de patrouille ont changé juste après cette note. Deschamps et Lefebvre ont été spécifiquement affectés à cette zone malgré 3 plaintes antérieures pour usage excessif de la force. Et regardez les heures. Juste après la sortie de l'école, nota Valérie. La mâchoire se crispant. Ils attendaient qu'un enfant serve d'exemple. Ils ne s'attendaient simplement pas à ce que la mère de cet enfant soit une ancienne du COS, ajouta Dubois. Ou que la communauté se rallie comme ça. Comme par hasard, le téléphone de Valérie vibra. Un SMS du père Antoine. Rassemblement à 9h. Des groupes d'anciens combattants se joignent à nous. Médias confirmés. Les réseaux d'anciens combattants se sont activés pendant la nuit, expliqua Valérie. Une fois que le dossier de service d'Élodie a fuité. Ce que je soupçonne être votre œuvre. L'expression de Dubois resta soigneusement neutre. L'information veut être libre. Dehors, le trafic matinal s'intensifiait. Les navetteurs se rendant au travail. Les enfants à l'école. La ville s'éveillant à un autre jour de tension latente. Je dois transmettre ça au juge, dit Valérie en sécurisant les documents. L'audience en référé est à 10h. Cette note prouve que la balle a été placée. Ils exercent des représailles contre un témoin de leur propre violation de politique. Soyez prudente, avertit Dubois. Vasseur a des amis au bureau du procureur. Ils essaieront d'enterrer ça. Qu'ils essaient. Le sourire de Valérie était acéré. La lumière du soleil est le meilleur désinfectant. À 9h, les marches du palais de justice étaient bondées. La voix profonde du père Antoine dirigeait des prières pour la justice tandis qu'Éliane Renaud parcourait la foule. Sa position au conseil municipal prétend une légitimité au rassemblement. Des anciens combattants en uniformes impeccables se tenaient au garde à vous. Leur présence un reproche silencieux à ceux qui abuseraient de l'autorité. Dans la zone de détention, Élodie pouvait entendre les slogans à travers les murs épais. Libérez Élodie. Vérité et justice. Elle était assise dans une immobilité parfaite. Conservant son énergie. Attendant. L'audience en référé se déroula rapidement. Valérie présenta la note de service. Soulignant le schéma de harcèlement ciblé. La juge, une ancienne magistrate militaire elle-même, lut les documents avec une colère croissante. Cette arrestation semble être une mesure de représailles, déclara-t-elle. La preuve est au mieux suspecte. Au pire fabriquée. Madame Mathieu sera libérée en attendant l'enquête. De plus, je renvoie toute cette affaire au procureur général. Élodie sortit du palais de justice à 11h23. Libre et droite. Les journalistes se précipitèrent. Des microphones se tendirent vers son visage. Les questions se chevauchaient. Madame Mathieu, comment répondez-vous à ces accusations? Quel message avez-vous pour le commissaire Vasseur? Envisagez-vous de poursuivre le commissariat? Élodie fit une pause. Sa posture militaire droite. La foule se tut. Attendant. Quand elle parla, sa voix porta sans crier. La vérité n'a pas besoin de volume. Juste de lumière du jour. La phrase se propagea dans la foule. Les flashs des appareils photo crépitants. Mais Élodie était déjà en mouvement. Valérie à ses côtés, traversant la mer de partisans vers la voiture de Madame Benali qui attendait. La maison sentait les produits de nettoyage. La communauté s'était mobilisée là aussi, effaçant toute trace du raid de la police. Mais Élodie ne remarqua rien d'autre que Chloé, qui se jeta du canapé avec un cri. « Maman !» Élodie attrapa sa fille, la serra fort, respira l'odeur de ses cheveux. Elles restèrent ainsi un long moment, survivantes et guerrières, parents et enfants, leurs forces circulant entre elles. « Je savais que tu reviendrais », murmura Chloé. Élodie recula juste assez pour rencontrer les yeux de sa fille. « Toujours », dit-elle doucement, puis, encore plus bas, « c'est presque fini ». Le garage de la police résonnait du son creux des pas sur le béton. L'agent Kyle Lefebvre faisait les 100 pas entre les voitures de patrouille garées. Vérifiant sa montre pour la 3e fois. Les néons bourdonnaient au-dessus, projetant des ombres dures sur son visage inquiet. Une portière de voiture claqua quelque part dans la structure. Lefebvre sursauta, puis tenta de se calmer. Ses mains tremblaient. Le poids de ses aveux antérieurs à la capitaine Dubois pesait sur lui comme un fardeau physique. Des pas lourds approchèrent. L'agent Rick Deschamps émergea d'entre 2 véhicules de patrouille. Sa veste de maître-chien zippée malgré la chaleur du garage. Son visage était orageux. « À quoi tu pensais, bordel ?»
La voix de Deschamps rebondit sur les murs en béton. Racontez à Dubois l'histoire de la vidéo? Tu essaies de nous couler tous? Lefebvre recula d'un pas, heurtant le rétroviseur d'une voiture. Je ne pouvais plus continuer à mentir. Luc, cette petite fille. Cette petite fille était en infraction, le coupa Deschamps, pointant un doigt vers la poitrine de Lefebvre. Et sa mère est instable. On a fait notre travail. Vraiment? La voix de Lefebvre se brisa. Parce que je me souviens que tu as dit, c'est juste une gamine. Juste avant de lâcher Thor. Je m'en souviens. Deschamps attrapa le col de Lefebvre, le poussant contre la voiture. Tu te souviens de ce qu'on te dit de te souvenir. Tu comprends? Il ne s'agit plus seulement de nous. Dans l'ombre derrière un pilier de soutien, la capitaine Dubois se tenait immobile, son téléphone enregistrant chaque mot. Elle avait anticipé cette confrontation après les aveux de Lefebvre, sachant que Deschamps essaierait de le forcer au silence. Je n'arrive pas à dormir, disait Lefebvre. Sa voix faible. Chaque fois que je ferme les yeux, j'entends cette petite fille crier. Et pourquoi? Parce qu'elle a pris un raccourci pour rentrer chez elle. Pourquoi? Le rire de Deschamps était laid. Pour le contrôle. Idiot. Pour leur montrer qui commande. Vasseur a compris. Pourquoi crois-tu qu'il nous a soutenus? Les doigts de Dubois se resserrèrent sur son téléphone. C'était ce dont ils avaient besoin. Vasseur nous a dit de faire en sorte que ça tienne, continua Deschamps. Sa voix tombant à un murmure rauque. La gamine, la mère, faire un exemple des deux. Montrer à tout le monde ce qui se passe quand ils nous défient. Mais l'épreuve. L'épreuve, ricana Deschamps. Cette balle qu'on a placée gardera maman enfermée assez longtemps pour la briser. Laz trouvera quelque chose qui cloche à la maison. Il y a toujours quelque chose si on cherche bien. Une alarme de voiture retentit quelque part au-dessus d'eux. La tête de Deschamps se tourna brusquement. Soudain conscient qu'il pourrait ne pas être seul. Il relâcha le col de Lefebvre avec une poussée. Corrige ta déclaration, ordonna-t-il. Ou la prochaine fois que Thor se détachera. Ce sera peut-être près de chez toi. Les accidents, ça arrive. Les pas de Deschamps s'éloignèrent, laissant Lefebvre affalé contre la voiture. Dubois attendit que les portes de l'ascenseur se ferment avant de sortir de sa cachette. Agent Lefebvre. Il sursauta, puis vit de qui il s'agissait. Ses épaules s'affaissèrent avec quelque chose comme du soulagement. Vous avez tout enregistré? Demanda-t-il doucement. Dubois hocha la tête, arrêtant l'enregistrement. Chaque mot. Vous avez bien fait, Kyle. Elle envoya le fichier immédiatement. Crypté, au téléphone d'Élodie et de Valérie. L'horodatage serait crucial, prouvant qu'il n'était ni truqué ni mis en scène. De l'autre côté de la ville, dans le bureau de maître Valérie Lefort, 2 téléphones vibrèrent simultanément. Élodie se pencha en avant tandis que Valérie jouait l'enregistrement. Leurs visages illuminés par la lueur chaude de la lampe de bureau. Faire en sorte que ça tienne. La gamine, la mère, les deux. La voix de Deschamps remplit la pièce silencieuse. L'expression d'Élodie resta soigneusement neutre. Mais ses mains s'étaient crispées en poing. C'est ça, dit Valérie, sortant déjà des formulaires sur son ordinateur. Complot, obstruction, violation des droits civiques. Et ce n'est que le début. La menace à la fin nous donne aussi l'intimidation de témoins. À quelle vitesse pouvez-vous le déposer? Ce sera sur le bureau du juge pour l'audience de demain matin. Les doigts de Valérie volaient sur le clavier. Avec la preuve de la balle et cet enregistrement, nous pouvons prouver le harcèlement systématique et la corruption. Tout le service devra répondre de cela. Élodie se leva, faisant les 100 pas dans le bureau. Ils s'en sont pris à ma fille, dit-elle doucement. L'ont utilisé pour essayer de me briser. Ont utilisé le système censé protéger les enfants pour la menacer. Ils paieront pour ça, promit Valérie. Son ton dur, chacun d'entre eux. 1 heure plus tard, Élodie était assise au chevet de Chloé, regardant sa fille dormir paisiblement. L'enregistrement jouait doucement depuis son téléphone à nouveau. Faire en sorte que ça tienne. Les mots de Deschamps semblaient flotter dans la pièce sombre. Élodie tendit la main pour lisser les cheveux de Chloé, se souvenant des cris de sa fille le premier jour. La terreur dans ses yeux lorsque la police avait fait irruption ce matin-là. Non, murmura-t-elle, sa voix portant toute la fureur tranquille d'une mère protégeant son enfant. Je vais réparer ça. La veilleuse projetait des ombres douces sur les dessins de Chloé. Scotchés au mur, ses cartes, ses oiseaux, son monde rendu petit et sûr par les yeux d'une enfant. Élodie était assise dans la douce obscurité, gardienne et protectrice, tandis que quelque part de l'autre côté de la ville, le dépôt de preuves de Valérie se frayait un chemin à travers le système. Tournant comme un compte à rebours vers la justice. Le tribunal bourdonnait d'anticipation. Chaque banc en bois de la galerie grinçait sous le poids des corps pressés les uns contre les autres. Les journalistes serraient des carnets, leurs stylos en suspens. Les leaders communautaires étaient assis, le dos droit, au premier rang. La présence calme du père Antoine les ancrait. Le long du mur du fond, une rangée d'anciens combattants se tenait au garde à vous. Leur présence,
Une déclaration silencieuse de soutien à l'une des leurs. Élodie était assise à côté de Valérie à la table des plaignants. Sa posture d'une précision militaire. Elle portait son ancien uniforme de cérémonie. Ruban et médaille captant la lumière fluorescente. Chloé, dans une jolie robe bleue, tenait la main de sa mère et regardait la salle avec de grands yeux. De l'autre côté de l'allée, le costume coûteux du commissaire Vasseur ne pouvait cacher sa transpiration. Deschamps n'arrêtait pas d'ajuster son col tandis que Lefebvre fixait ses mains. Les épaules voûtées, leur avocat brassait des papiers sans les lire. La juge Martinez entra, sa robe flottant alors qu'elle prenait place. L'huissier annonçant « la cour » fut à peine entendu par-dessus le bruissement des corps se levant. Compte tenu de la gravité des nouvelles preuves, commença la juge Martinez. Nous entendrons d'abord la présentation complète de la plaignante. Valérie se leva en douceur. Tablette à la main, l'écran de la salle d'audience s'illumina avec les images de la sonnette caméra de Madame Benali. La vidéo 4 Kelvin d'une clarté cristalline montrait Chloé marchant calmement. Puis l'approche agressive de Deschamps. Lorsque Thor s'élança, plusieurs personnes dans la galerie altèrent. La main d'Élodie se resserra sur celle de Chloé. L'horodatage prouve que Chloé rentrait chez elle à 15h45, dit Valérie. Maintenant, regardons les plans cadastraux du département. L'écran se divisa pour montrer des documents d'arpentage officiels. Une ligne rouge traçait la servitude de passage exactement là où Chloé avait marché. Ce chemin est une voie de passage public depuis 40 ans, continua Valérie. L'affirmation de l'agent Deschamps concernant une intrusion était fabriquée depuis le début. Elle cliqua pour avancer. La certification canine expirée de Thor remplit l'écran. Suivi des registres d'entraînement montrant des dates de recertification manquées. L'agent Deschamps a sciemment déployé une unité canine non certifiée contre un enfant. La voix de Valérie portait une indignation claire. Mais il y a pire. La diapositive suivante montrait la note de service de la capitaine Dubois. La signature de Vasseur, en gras, en bas, sa note manuscrite sur l'utilisation du chien pour établir l'obtempération. Accablant, à l'encre bleue. L'avocat de Deschamps se leva. Objection, cette note pourrait être. Pourrait être quoi ? Le coupa Valérie. Fabriquée ? Alors vous allez adorer la suite. Elle lança l'enregistrement du garage. La voix de Deschamps remplit la salle d'audience. Vasseur nous a dit de faire en sorte que ça tienne. La gamine, la mère, les deux. Lefebvre émit un petit son d'étouffement. Le visage de Deschamps devint rouge. La juge Martinez se pencha en avant. Capitaine Dubois, veuillez vous approcher. Dubois se dirigea vers la barre des témoins. Prêta serment et confirma avoir enregistré la conversation. Son témoignage fut précis, professionnel et dévastateur. J'ai été témoin de la menace de l'agent Deschamps envers l'agent Lefebvre, dit-elle. Il a admis avoir placé des preuves et avoir suivi les ordres du commissaire Vasseur de cibler la famille Mathieu. Lefebvre se leva soudainement, des larmes coulant sur son visage. C'est vrai, lâcha-t-il. Tout, on nous a dit de faire des exemples. D'utiliser la peur. Je suis tellement désolé. Son avocat tenta de le faire taire. Mais Lefebvre secoua la tête. Fini les mensonges. Cette petite fille n'a rien fait de mal. C'est nous, nous tous. La galerie éclata en chuchotements. La juge Martinez frappa une fois son marteau. Rétablissant l'ordre. Monsieur Lefebvre, dit-elle doucement. Êtes-vous prêt à faire cette déclaration sous serment ? Oui, votre honneur. Sa voix tremblait mais tenait bon. Pendant les 20 minutes suivantes, Lefebvre détailla tout. Le ciblage des quartiers minoritaires. La pression de Vasseur. L'abus de pouvoir systématique. Le visage de Deschamps s'assombrit à chaque révélation. Le commissaire Vasseur restait parfaitement immobile. Mais son col était devenu sombre de sueur. La juge Martinez examina les preuves en silence. La galerie retenait son souffle. Quand elle leva les yeux, ses yeux brillaient d'une fureur contenue. En 30 ans à ce poste, commença-t-elle. Je n'ai jamais vu un abus d'autorité aussi calculé. Ce service a utilisé la peur comme une arme contre un enfant. Une fillette de 7 ans rentrant de l'école. Elle se tourna vers les accusés. Vous avez trahi vos insignes, vos serments et la confiance de cette communauté. Pire, vous avez essayé de détruire une famille qui a osé vous tenir tête. La juge fit un signe de tête à l'huissier. Les agents Deschamps et Lefebvre sont placés en détention pour parjure et falsification de preuves. Le commissaire Vasseur remettra son insigne. En attendant une enquête complète. L'huissier s'avança avec des menottes. La galerie halta alors que l'acier se refermait sur les poignets de Deschamps. Puis quelqu'un commença à applaudir. Les applaudissements se propagèrent comme une traînée de poudre. Lefebvre accepta les menottes tranquillement. Toujours en pleurant, Deschamps se débattit jusqu'à ce qu'un deuxième huissier intervienne. Vasseur se tenait, raide, pendant qu'on lui retirait son insigne. Élodie relâcha enfin sa posture de fer. Chloé serra sa main et murmura, « On a gagné. Maman ?» « Oui, ma puce, répondit doucement Élodie.
La vérité a gagné. Elles se levèrent pour partir. Mais la galerie était déjà debout. Le père Antoine ouvrait la voie, créant un chemin à travers la foule. Les anciens combattants saluèrent au passage d'Élodie. Dehors, les partisans bordaient les marches du palais de justice. Quelqu'un se mit à scander « Mathieu, Mathieu !» Élodie souleva Chloé sur sa hanche, la tenant près d'elle alors qu'elle descendait les marches. Les flashs crépitaient, les journalistes posaient des questions. Mais tout ce qu'Élodie entendait était le battement de cœur de sa fille contre sa poitrine. Régulier, en sécurité et enfin libérée de la peur. Les chants devinrent plus forts, résonnant contre les colonnes du palais de justice. Mathieu, Mathieu. La salle du conseil municipal bourdonnait d'anticipation. La lumière du soleil filtrait à travers de hautes fenêtres, jetant de longues ombres sur les planchers en bois poli. Chaque siège était occupé, des gens se tenant le long des murs et débordant dans le couloir extérieur. Élodie était assise au premier rang à côté de Valérie. Les deux femmes portaient des tailleurs impeccables. Le père Antoine et madame Benali les encadraient, ainsi qu'une douzaine d'autres membres de la communauté qui les avaient soutenus jusqu'au bout. Chloé n'était pas présente, elle était à l'école, là où était sa place. En sécurité et ordinaire à nouveau. La conseillère municipale Eliane Renaud se tenait au podium. Ses cheveux argentés brillant sous les lumières. Elle ajusta ses lunettes de lecture et tapota le microphone. Cette session extraordinaire du conseil municipal de Villeneuve-Saint-Clair est ouverte, annonça-t-elle. Sa voix portait une autorité acquise au fil de décennies de service public. Aujourd'hui, nous votons sur l'ordonnance 2023-47 établissant le comité de surveillance civile et les réformes complètes de la brigade canine. Elle souleva un épais document. Cette ordonnance a été élaborée avec la contribution d'experts des forces de l'ordre, d'avocats des droits civiques et, plus important encore, de nos membres de la communauté. Elle exige un examen civil de tous les incidents d'usage de la force. Une conformité obligatoire des caméras piétons et une restructuration complète de notre programme canin sous certification externe. La salle était silencieuse, tandis qu'Eliane continuait. Nous avons vu ce qui se passe lorsque le pouvoir fonctionne sans contrôle. Un enfant a été attaqué. Une mère a été ciblée. La confiance d'une communauté a été brisée. Elle fit une pause, regardant directement Élodie. Mais nous avons aussi vu ce qui se passe lorsque les gens s'unissent pour la justice. Les membres du conseil écoutèrent Eliane détailler les dispositions de l'ordonnance, audience publique trimestrielle. Enquêteurs indépendants, nouveau protocole de formation, une interdiction complète du déploiement de chiens contre les mineurs. La motion est présentée, déclara Eliane. Mesdames et messieurs les conseillers, vos votes. Un par un, ils votèrent, certains avec enthousiasme, d'autres avec plus de réticence. Mais le résultat fut clair, 11 voix contre 1 en faveur. La galerie éclata en applaudissements. Élodie resta immobile, son expression contrôlée, mais ses yeux brillaient. Eliane leva la main pour demander le silence. Il y a plus. La ville a accepté de régler le procès en droit civique intenté par Élodie Mathieu. Les termes incluent un paiement à 7 chiffres et, plus important encore, un décret de consentement contraignant. Valérie se leva, brandissant le document de règlement officiel. Le décret impose la mise en œuvre de toutes les réformes dans les 6 mois. Avec une surveillance fédérale, il comprend également des dispositions pour des programmes d'éducation communautaire et un financement de l'aide juridique. Eliane hocha la tête, et concernant le chien policier Thor, elle fit un geste vers la capitaine Dubois, qui s'avança. Thor sera immédiatement retiré du service et placé au sanctuaire canin de la Forêt Bleue, annonça Dubois. Il y vivra ses jours en paix, libéré de l'abus qui a fait de lui une arme au lieu d'un protecteur. L'expression d'Élodie s'adoucit légèrement à cette nouvelle. Elle comprenait que Thor avait été un outil, pas le méchant. L'argent du règlement établira le centre Chloé, continua Valérie, offrant des programmes périscolaires et des itinéraires de marche sûrs pour tous nos enfants. Parce qu'il ne s'agissait jamais de punition. Il s'agissait de prévention. Eliane retourna au podium. Madame Mathieu, souhaitez-vous vous adresser au conseil ? Élodie se leva lentement, sa posture droite mais pas raide. Elle se dirigea vers le podium d'un pas mesuré, sa présence commandant l'attention sans l'exiger. Merci, madame la conseillère, commença-t-elle. Et merci à tous dans cette salle et au-delà, qui ont transformé la peur en action. Sa voix portait clairement. Entraînée par des années de briefing militaire. Quand ma fille a été attaquée, j'aurais pu répondre par la rage. Beaucoup s'y attendaient, mais ce que cette communauté m'a montré était quelque chose de plus puissant. La force d'un but commun. Elle fit un geste vers les visages rassemblés. Vous n'avez pas seulement partagé notre indignation. Vous l'avez canalisée. Vous n'avez pas seulement exigé la justice. Vous y avez travaillé. Chaque personne qui a assisté à une réunion, qui a partagé son histoire, qui a laissé sa lumière de Porsche allumée pour nos enfants. Vous avez prouvé que le changement ne vient pas de la colère.
Il vient de l'action. Le père Antoine hocha lentement la tête. La fierté évidente dans son expression. Madame Ben Ali essuya des larmes. Cette ordonnance, ce règlement, ce n'est pas une fin, continua Élodie. C'est un commencement. Nous devons rester vigilants, rester impliqués, rester engagés à faire de cette communauté ce qu'elle devrait être, un endroit où chaque enfant peut rentrer à la maison sans crainte. La salle éclata de nouveau en applaudissements. Mais Élodie leva la main. Une dernière chose. Aux officiers qui croient encore en leur serment de protéger et de servir. Elle regarda directement Dubois. Merci d'avoir choisi le juste plutôt que le facile. C'est ça, le vrai courage. Alors que la session se terminait, les gens commencèrent à sortir sous le soleil de fin d'après-midi. Élodie et Dubois se retrouvèrent seuls un moment sur les marches du palais de justice. Le ciel était peint de profonds oranges et violets. Un magnifique coucher de soleil, marquant la fin d'un long voyage. Dubois tendit la main. Élodie la prit, leur poignée de main ferme et professionnelle. De soldate à soldate. Vous avez respecté votre serment, dit doucement Élodie. L'expression de Dubois était solennelle mais satisfaite. Vous aussi. La lumière du matin peignait les rues de Villeneuve-Saint-Clair d'un or doux. Les oiseaux filaient entre les arbres nouvellement feuillus, leurs chants se mêlant au son lointain des bus scolaires et du trafic matinal. L'air portait le parfum frais de l'herbe coupée et des premières fleurs de printemps. Élodie se tenait devant son miroir, ajustant son blazer. Elle avait troqué sa blouse des urgences contre une tenue de ville qui convenait à son nouveau rôle de conseillère en traumatologie au centre des anciens combattants. Le poste lui permettait d'utiliser à la fois sa formation médicale et son expérience militaire pour aider les autres à guérir. Cela lui semblait juste. Chloé, le petit déjeuner est prêt, appela-t-elle à l'étage. Des pieds dévalèrent les escaliers alors que Chloé apparaissait, vêtue de sa robe jaune préférée et d'un nouveau sac à dos couvert d'oiseaux dessinés à la main. Son sourire était éclatant et sans méfiance, comme le sourire d'un enfant devrait l'être. Maman, tu as vu? Les roses de Madame Ben Ali sont en fleurs. Chloé pointa à travers la fenêtre de la cuisine où leur voisine était déjà en train de s'occuper de son jardin. La vieille femme fit un signe de la main. Sa sonnette caméra surveillant toujours fidèlement la rue. Mais pour des moments plus heureux maintenant. Élodie disposa des assiettes d'œufs et de toast. Mange bien, ma chérie, grande journée aujourd'hui. Elles marchèrent main dans la main dans leur rue vers ce qui était autrefois le raccourci. Le soleil du matin attrapa le nouveau panneau en métal qui marquait l'entrée. Le sentier de Chloé, marché en sécurité. Le chemin de terre autrefois étroit avait été transformé en une véritable allée bordée de lampadaires solaires et de cerisiers nouvellement plantés. Des voisins sortirent de leur maison pour les rejoindre. Madame Ben Ali apporta ses fameux biscuits au citron. D'autres familles arrivèrent avec leurs enfants, tous habillés pour la cérémonie d'ouverture. L'atmosphère était festive, joyeuse. Le père Antoine se tenait près de la nouvelle arche d'entrée, son costume impeccable lui donnant un air officiel malgré son sourire chaleureux. Éliane Renaud discutait avec un groupe de conseillers municipaux, ses cheveux argentés captant la lumière du soleil. Même la capitaine Dubois était venue, arborant maintenant des barrettes de commandant, sa promotion témoignant des réformes en cours au sein du service. Valérie arriva en dernier, portant une pile de papier, tout frais, sorti de presse, annonça-t-elle en tendant à Élodie un exemplaire du journal local. Le titre disait « La communauté célèbre la victoire. Le sentier de Chloé ouvre aujourd'hui. » Regarde ça, dit doucement Élodie à Chloé. Tu es célèbre. Pas célèbre, maman, corrigea Chloé avec la sagesse d'une enfant de 7 ans. Juste. La foule se rassembla alors que le père Antoine s'avançait pour commencer la cérémonie. Sa voix profonde porta à travers l'air du matin. Nous nous rassemblons aujourd'hui non seulement pour ouvrir un sentier, mais pour célébrer un voyage, commença-t-il. Ce sol sous nos pieds a toujours été un terrain public, destiné à être partagé par tous. Mais il a fallu le courage d'un enfant et la détermination d'une communauté pour rendre cette vérité visible. Il désignait les nouveaux luminaires, les bornes d'appel d'urgence, les panneaux clairement indiqués. Ces améliorations ne concernent pas seulement la sécurité. Bien que la sécurité soit extrêmement importante, elle vise à affirmer notre droit de nous déplacer librement, de marcher sans crainte, de savoir que la justice n'est pas seulement un mot dans les livres. Éliane Renaud s'avança avec les ciseaux de cérémonie, leurs poignées peintes de couleurs vives par les enfants des écoles locales. Chloé aimerait-elle m'aider à couper le ruban? Demanda-t-elle. Chloé leva les yeux vers Élodie, qui hocha la tête pour l'encourager. Ensemble, Éliane et Chloé s'approchèrent du ruban rouge tendu à l'entrée du sentier. La foule compta à rebours. 3, 2, 1. Les ciseaux coupèrent nettement le ruban. Des applaudissements éclatèrent, ainsi que des acclamations et quelques larmes de joie. Quelqu'un se mit à chanter et d'autres se joignirent à lui. Chloé s'échappa de la foule, courant en avant le long du nouveau sentier lisse. Son rire résonna en écho.
Pure et sans retenue. Élodie regarda sa fille sauter et tournoyer, se souvenant à quel point les choses avaient été différentes il y a quelques mois à peine. Le nœud qui avait vécu dans sa poitrine pendant si longtemps commença enfin à se dénouer complètement. Madame Ben Ali apparut aux côtés d'Élodie, lui offrant un biscuit. Elle est redevenue elle-même, observa la vieille femme. C'est ça, la vraie victoire. C'est vrai, acquiesça Élodie. Bien que les autres victoires comptent aussi. Elles regardèrent d'autres enfants rejoindre Chloé, leur sac à dos rebondissant alors qu'ils exploraient le sentier. Les parents suivaient plus lentement, admirant les nouveaux bancs et les panneaux de clôture artistique conçus par les étudiants locaux. Valérie et Dubois se tenaient ensemble. Une amitié improbable mais solide, forgée dans leur lutte pour la justice. Le rapport de conformité du décret de consentement est revenu parfait, mentionna Valérie. Chaque exigence a été respectée ou dépassée. Les nouveaux protocoles de formation fonctionnent réellement, ajouta Dubois. Les agents apprennent d'abord la désescalade. Cela change toute la culture. Au-dessus, des bannières de rue flottaient dans la brise du matin. Leur message clair contre le ciel bleu, la justice est un voyage. Mais elle arrive à destination. Élodie se déplaça là où Chloé s'était arrêtée pour examiner un cerisier nouvellement planté. Elle s'agenouilla à côté de sa fille, ajustant la bretelle de sac à dos légèrement de travers avec des mains douces. Le soleil du matin réchauffait leur visage. Et quelque part à proximité, un rouge-gorge appelait sa compagne. Prête à rentrer à la maison. Ma puce ? Demanda doucement Élodie. Les yeux de Chloé pétillèrent en regardant sa mère. Toute trace de peur passée avait disparu. Toujours, répondit-elle, prenant la main d'Élodie.